Bonjour à tous, je me joins à vous en différé, alors je pré-enregistre cette présentation comme il va être très tôt pour moi quand elle va être présentée là, durant le congrès. Moi c'est Julie Bolduc-Duval, je suis la directrice du programme À la découverte de l'univers, qui est un programme de formation pour enseignants et éducateurs ici au Canada. Et c'est un programme qui est entièrement bilingue. Dans le fond, le Canada a deux langues officielles, le français et l'anglais. Et depuis le début, dans le fond, ça fait pratiquement 10 ans, on le fait dans les deux langues. Alors, c'est intéressant pour nous de comparer un peu les besoins là, qu'on voit dans les deux langues. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler là, aujourd'hui. Alors, notre mission, un peu, je viens de la mentionner, dans le fond, c'est vraiment d'aider les enseignants et éducateurs canadiens en fournissant des ressources éducatives en astronomie et en offrant des formations, et on le fait autant en anglais qu'en français. Notre public cible, évidemment, c'est les enseignants et éducateurs canadiens, puisqu'on est ici. Mais en fait, on est en ligne depuis le début. On était en ligne bien avant la COVID. Nos formations sont en ligne, sont gratuites. Alors, on rejoint quand même un public assez international. Et je reconnais d'ailleurs quelques noms là, de participants à ce congrès-ci, des gens qui ont déjà participé dans nos formations. Et vous êtes tous les bienvenus aussi. Alors, je le tiens à le mentionner. C'est sûr que le contenu est optimisé pour les gens du Canada. Mais en astronomie, on s'entend en termes de latitude. L'Europe, vous êtes pas mal à la même latitude. C'est sûr que le nord d'Afrique, là, c'est différent un petit peu. Mais quand même, bref, vous pouvez venir participer là, dans nos formations. Ça nous fait plaisir. Alors, comme je le disais, dans le fond, c'est en ligne. Donc, voici notre site web qui est accessible autant en français qu'en anglais. Donc, on peut changer les langues. On a des formations, on a des ressources qui sont téléchargeables. On a des nouvelles aussi. Dans le fond, c'est un peu notre blog où des fois, il y a des choses intéressantes qui se passent en astronomie. On va faire un article de blog, tout simplement. Alors voilà, je vous invite à aller le visiter. Je vais donner toutes les coordonnées à la fin. Un peu une historique de notre programme. Dans le fond, c'est né en 2011. Puis c'était un programme qui était un peu un programme héritage, dans le fond, une suite aux activités de l'année mondiale d'astronomie au Canada. Donc, l'année mondiale d'astronomie, c'était en 2009. Il y a eu une belle collaboration au Canada, entre autres, entre les astronomes professionnels, donc CASCA, c'est la Société canadienne d'astronomie, et les astronomes amateurs, donc la Société royale d'astronomie du Canada, ça c'est l'acronyme en anglais, et la Fédération des astronomes amateurs du Québec. Ils ont collaboré ensemble durant l'année mondiale d'astronomie et finalement en 2011, dans le fond, on a fait notre première formation. En 2010, on a comme décidé de faire un programme de formation pour les éducateurs et c'est né en 2011. Donc dès le début, dans le fond, c'était un programme qui était gratuit, qui était bilingue et majoritairement en ligne. On voulait rejoindre les gens de partout au Canada et c'est un grand pays. On avait très peu de budget au départ. Là, ça a une belle croissance depuis 10 ans. Et donc, on est allé en ligne. On offrait des webinaires déjà, des formations en ligne là, dès 2011. Et ce qui a vraiment changé un peu le programme, c'est en 2016, il a été comme adopté par l'Institut Dunlap en astrophysique à l'Université de Toronto. Et ça a permis vraiment de grossir le programme. En fait, jusqu'à 2016, moi, j'étais la seule employée à temps partiel. Et maintenant, je suis à temps plein, là, justement, depuis cette année-là. Alors aujourd'hui, on est offert surtout par l'Institut Dunlap à l'Université de Toronto avec encore du support de la Société canadienne d'astronomie, CASCA, et du Centre de recherche en astrophysique du Québec. Donc ça représente en gros les astrophysiciens en fait d'un bout à l'autre du pays ici, évidemment avec un focus à Toronto, mais ce sont les deux associations là, partout au Canada et celle du Québec, donc anglais-français aussi, puisque évidemment les langues ne sont pas réparties uniformément au Canada. Le Québec, c'est vraiment la province la plus francophone du Canada. Et juste pour vous donner une idée, dans le fond, 2020, ça fut vraiment une grosse année. On était 2 employés au début de 2020. Maintenant, on est en fait une équipe de 8. Donc, j'ai 7 employés présentement. Et bon, ils sont tous à temps partiel sur des petits projets, mais quand même, là, ça tient occupé. C'est une belle réussite là, de voir que ça continue comme ça et ça grossit. Alors, on offre des ressources que je mentionnais, donc j'ai mis des images ici un peu pêle-mêle. Là, on crée des activités pour les enseignants. Parfois, on crée des guides pédagogiques aussi, donc qu'on utilise beaucoup, là, lever les yeux vers le ciel, inviter les gens à reconnecter avec le ciel. On a fait faire des images, comme on veut toujours avoir les mêmes choses en anglais et en français, c'est pas facile. Parfois, il nous en manque en français, donc on avait fait faire des images pour avoir les équivalents dans les deux langues. Quand on fait des présentations ou des fois, là, je crée des présentations PowerPoint, je sais que pour les enseignants, des fois, c'est pratique d'avoir tout déjà regroupé, modifié si nécessaire, à présenter en classe directement. Des articles de blog, par exemple cet été, quand la comète Neowise a visité, j'ai fait un article de blog, en fait plus tard cet automne, sur pourquoi, dans le fond, qu'il y avait une comète, c'est quoi les comètes, ainsi de suite. Donc, en lien des fois avec l'actualité astronomique, on va créer des articles de blog, créer des vidéos. Celui-ci, c'était avec l'étoile Bételgeuse qui a changé l'hiver dernier.
Donc, on essaie de suivre l'actualité, de fournir des ressources. Des fois, si les enseignants ou les jeunes entendent parler de choses dans les nouvelles, mais on veut fournir des ressources aussi pour aider là, en classe à en parler. On offre aussi des formations. Ça, c'est vraiment le cœur depuis le début. En fait, on offre des webinaires sur divers sujets. On en offrait beaucoup plus avant, moins maintenant parce qu'on a beaucoup d'autres programmes, de projets qui se font à côté. Donc, par exemple, cet automne, comme Mars était redevenu visible dans le fond en opposition, c'est intéressant d'en parler. Et le cœur vraiment qui est là depuis le début, c'est les formations aussi en ligne sur 3 semaines, donc étalées sur 3 semaines avec du contenu disponible chaque semaine. Ça, c'est justement là, la page de formation de cet automne, là, du 9 au 13 novembre 2020. Donc ça, les enseignants, ça a vraiment une base pour ensuite là, donner des idées d'activités, des ressources, et ainsi de suite, pour ensuite enseigner l'astronomie. On offre aussi, quand ce n'est pas en temps de pandémie, des journées de formation. Donc, les autres photos que vous voyez, dans le fond, c'est diverses formations à Toronto. Celle-ci était à Victoria, en Colombie-Britannique. Et d'ailleurs, le présentateur juste ici, c'est Pierre Chastonnet, qui vous a parlé juste avant ma présentation ce matin. Donc, on fait des journées comme ça. C'est toujours très agréable de voir les enseignants en personne aussi, parce qu'en général, moi, je travaille en ligne. Et je crois que maintenant, plusieurs connaissent ça, la réalité de travailler devant son ordinateur. Donc, c'est toujours agréable quand on retourne en personne. Mais évidemment, là, pour 2020, il n'y a eu aucune journée de formation et je ne sais pas quand on va pouvoir les recommencer. Je tiens à mentionner aussi qu'en 2015, on avait eu du financement de l'Union astronomique internationale à travers le Office of Astronomy for Development, l'OAD, qui nous avait offert une petite somme pour développer une formation internationale. Donc, on avait pris le contenu qu'on utilisait déjà et on l'avait adapté à l'international, dans le fond, moins basé sur les latitudes et la réalité canadienne, essayer de l'ouvrir. Et on l'avait offert en ligne. C'était une première expérience, nous, vraiment, de faire un effort d'aller rejoindre à l'international. On avait quand même eu près de 200 participants de 11 pays sur 3 continents, donc l'Afrique, l'Europe et, bon, on avait des gens du Canada, évidemment, qui avaient participé aussi. Donc, ça avait été intéressant et je pense que ça a permis de nous faire connaître un peu dans la francophonie. Donc, ça, c'était vraiment, justement, en français. Et depuis ce temps-là, je sais que vous êtes plusieurs, ou il y en a peut-être ici, comme je disais, et d'autres aussi qui nous suivent. Là, on a des participants réguliers de différents pays. Et c'est toujours agréable pour nous de le voir, dans le fond, là, de savoir qu'on a un impact dans des pays où je suis jamais allée, mais c'est toujours agréable aussi de voir ça. Alors, je tiens à vous mentionner un peu justement les différences en anglais et français. Donc, j'ai fait un graphique, là, très simplement. En bleu, vous avez le nombre d'inscriptions par année en français et en orange, en anglais. Donc, c'est de 2016 à 2020. Il y a beaucoup de variations d'une année à l'autre parce que ça dépend vraiment le nombre de webinaires qu'on a offerts, là, tout dépendant de nos autres activités, de nos autres projets. Par exemple, en 2020, on a fait beaucoup d'autres projets, donc on a fait moins de webinaires. Mais c'est pas tant les variations d'année à l'autre que je vais vous montrer, c'est la différence entre français et anglais. Donc, français en bleu, anglais en orange, vous voyez que à chaque année, à part cette 2020 là, qui a été très, très similaire, le français est vraiment... En fait, on a beaucoup plus d'inscriptions en français. Donc ça, c'est seulement nos activités en ligne, nos formations et nos webinaires. Et donc, en français, vraiment, on a plus de participants et ça, c'est vraiment particulier parce que la population du Canada est environ 75% anglophone. Donc, si on dit 75% anglophone, 25% francophone, on devrait avoir l'histogramme devrait être très différent avec des barres 3 fois plus hautes, dans le fond, en fait, ouais, c'est ça, beaucoup plus hautes en anglais qu'en français et ce n'est vraiment pas le cas. Donc, clairement, on rejoint beaucoup plus de francophones que d'anglophones. Ça ne représente pas la population là, moyenne du Canada. Et c'est intriguant depuis le début. En fait, ça, moi, je regarde ça depuis le début, puis je trouve ça fascinant de voir comment on rejoint plus de francophones. C'est sûr qu'au Canada, les francophones sont surtout au Québec. Donc, on rejoint en fond, plus de monde au Québec que dans le reste du Canada. Là, je considère moins la population internationale parce qu'on oui, on en rejoint en français, mais aussi en anglais. C'est un peu plus dur de séparer, là. Donc, depuis le début, dans le fond, des fois, j'ai mis des hypothèses de pourquoi. Dans les premières années, je me disais, dans le fond, j'habite au Québec, je suis francophone, c'est peut-être plus facile de rejoindre les gens d'ici, peut-être qu'ils se sentent plus interpellés. J'ai aussi un réseau qui est mieux développé en français. J'avais déjà des liens avec les associations d'enseignants en sciences, par exemple, ici. Donc, peut-être que ça peut aider. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que c'est pas nécessairement ça qui ressort le plus parce que dans le fond, j'ai développé des bons réseaux à l'extérieur aussi. On a fait des activités dans d'autres provinces avec d'autres personnes des autres provinces aussi. Et finalement, j'ai fini par... En fait, depuis le début, je me dis probablement que c'est la rareté des ressources en français et ça semble vraiment être ça qui ressort le plus.
il y a tellement peu de ressources en français éducatives en astronomie par rapport à celles en anglais. On dirait que les gens là, vont les prendre plus sérieusement, ou l'engouement va être plus grand, le bouche à oreille, les gens vont s'en parler plus. Ça, évidemment, c'est pas une analyse scientifique que j'ai faite, là, c'est mon hypothèse après plusieurs années. Mais c'est vraiment ce que j'ai remarqué. Par exemple, des fois, une formation en ligne, je pouvais avoir un enseignant d'une école et après, peut-être la première, deuxième journée de la formation, ben, je pouvais voir 5, 6 enseignants de la même école qui s'inscrivaient. Donc, clairement, il y avait eu du bouche à oreille, on avait parlé de nos formations, les gens avaient aimé, peut-être qu'ils se tiennent plus à leurs bonnes ressources. Alors qu'en anglais, peut-être qu'on sait que de toute façon, quand on va en avoir de besoin, on peut aller en ligne, puis on va trouver là, probablement quelque chose qui nous intéresse. Euh, donc, c'est intéressant. Puis, je vais vous montrer aussi d'autres programmes, là, au-delà de juste nos formations en ligne, d'autres programmes qui ont eu un peu un impact beaucoup plus grand en français qu'en anglais. Donc, quand la COVID a frappé, dans le fond, quand la pandémie est partie au printemps, assez rapidement, comme on faisait des choses déjà en ligne, pour nous, c'était facile un peu de changer nos habitudes et de se dire, ben, on va changer notre offre, hein, on va offrir quelque chose directement aux jeunes. Puisque les écoles allaient être fermées, on s'est dit, ben, offrons quelque chose aux jeunes pour les garder occupés, donner une petite pause aux parents. Hein. Je suis maman de 3 enfants, je peux imaginer que si du jour au lendemain, les 3 enfants sont à la maison, ça nous garde assez occupés, merci. Et donc, on s'est dit qu'on allait offrir des petites émissions, dans le fond, de 20 à 30 minutes d'astronomie chaque jour de la semaine. Et encore une fois, hein, dans les 2 langues. Donc, pour nous, c'était à 10 heures le matin en français, à 2 heures l'après-midi en anglais, tous les jours. Et on s'est dit, bon, on va le faire pour 2 semaines. Mais parce que les écoles, au départ, étaient fermées pour 2 semaines, bien évidemment, on connaît la suite. Ça s'est étiré 4 semaines, 6 semaines, pour finalement finir avec un marathon de 11 semaines, 36 conférenciers différents qui ont offert 102 présentations, en fait 51 dans chaque langue. Plusieurs conférenciers étaient bilingues, ils pouvaient les faire en français et en anglais. Mais ce fut vraiment toute une aventure. Ce fut très, très intense là, pour nous de trouver les présentateurs, planifier tout ça, organiser tout ça. Moi aussi, je présentais aussi à plusieurs reprises. Mais ça a été vraiment une belle aventure. Dans le fond, autant les jeunes qui participaient avaient des belles questions, ils se sentaient vraiment faire partie d'une communauté. En fait, j'ai découvert ça aussi quand on est live sur YouTube. Éventuellement, les jeunes vont se parler beaucoup ensemble. Ça peut apporter des défis. Mais pour eux, ça l'a vraiment fait une communauté. Ils avaient l'impression de faire partie d'une communauté de jeunes passionnés d'espace, dans le fond, d'astronomie, et qui pouvaient interagir les uns avec les autres. Peut-être que ça leur amenait on a eu des commentaires de parents comme quoi ça leur amenait du positif durant la pandémie. Donc ça, c'était vraiment intéressant pour nous. Et pour nous aussi, on avait l'impression de faire quelque chose de positif durant ce moment qui était plutôt bizarre pour tout le monde. Et en fait, maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que les archives sont encore là. Il y a quelques présentations qui sont qui durent moins bien dans le temps. Le ciel du mois d'avril 2020, on s'entend que c'est peut-être moins pertinent maintenant, malgré que ça fait une introduction à Stellarium aussi. Mais il y a plusieurs sujets, dans le fond, qui peuvent être réutilisés. Et depuis ce temps-là, moi, je les utilise. Des fois, j'envoie les gens qui ont des questions, je les envoie vers une présentation, justement, qui pourrait offrir du contenu. Les enseignants peuvent aller les chercher. On les a évidemment dans les 2 langues, là, mais c'est une banque de 51 présentations en français adaptées pour un jeune public. Moi, je trouve ça vraiment riche à avoir maintenant aussi. Et n'hésitez pas à aller sur notre page YouTube. C'est sur notre site web aussi, dans la section ressources. Mais sur notre page YouTube, vous avez accès à toutes ces présentations-là. Alors, ça a été quoi la réponse? Encore une fois, les sujets n'étaient pas toujours exactement les mêmes en anglais et en français. Tout dépendait de nos conférenciers. Mais c'était le même principe dans les 2 langues. Ça a été quoi les réponses? Vous voyez que les graphiques là, directement du nombre de vues sur YouTube ont une forme assez similaire. Hein? Ça partit en gros au départ parce que tout le monde se cherchait quelque chose à faire. Éventuellement, ça l'a baissé beaucoup parce qu'il y avait plein d'autres programmes justement en ligne. Les écoles recommençaient à distance, bref, pour différentes raisons. Donc, le graphique se ressemble dans les 2 langues, mais regardez bien les chiffres. En français, c'est 6000, alors qu'en anglais, c'est 1800. Donc, 3 fois plus en français qu'en anglais. Donc, c'était quand même impressionnant. Puis pourtant, on en a fait la publicité en anglais. Je sais qu'on a eu des partenaires là, qui ont diffusé. On a eu des gens d'Asie et de plein d'endroits qui ont écouté, qui ont participé en anglais. Donc, c'est allé rejoindre un public très, très large. Mais ceux qui sont restés, qui ont été le plus actifs en bout de ligne, dans le fond, c'était en français. Pendant plusieurs semaines, éventuellement, là, ici, ça s'est comme stabilisé. Là, on avait 300 jeunes en direct en français, moins d'une centaine en anglais. Donc, encore une fois, 3 fois plus environ tous les jours qui nous suivaient.
Donc, ça fait une belle aventure, mais qui montre encore une fois le besoin de ressources en français. Et tout récemment, en fait, pour le temps des fêtes, dans le fond, là, pour le congé de Noël et du jour de l'an, on a lancé le défi Lève les yeux du 16 décembre au 6 janvier, donc ça vient tout juste de se terminer. Notre but, c'était que les gens reconnectent avec le ciel nocturne, donc c'est un sujet que j'ai beaucoup à cœur, que les gens lèvent les yeux. Mais aussi, on l'a approché en se disant, ben, ça va être un temps des fêtes différent. Dans le fond, vous ne serez peut-être pas avec vos proches, mais vous serez tous sous le même ciel. Et ça a vraiment levé, dans le fond, justement, un bon jeu de mots. On a eu beaucoup, beaucoup d'engouement pour ça, là, juste avant le congé des fêtes. Juste pour donner une idée, encore une fois, les visites sur notre site web en décembre, en français, on a eu 14 000 et plus de visites, alors qu'en anglais, 2 000. Donc là, ici, c'est un facteur 7 fois plus grand en français. Je suis pas nécessairement surprise que c'est plus grand cette fois-ci en français parce que nos deux partenaires principaux, dans le fond, qui ont vraiment contribué beaucoup, c'était l'Institut de recherche sur les exoplanètes, l'IREX à Montréal, à l'Université de Montréal, et l'Observatoire du Mont-Mégantic. Donc, deux partenaires du Québec qui ont vraiment aussi poussé ça sur les médias sociaux, qui nous ont aidés. L'Institut Dunlap a été impliqué aussi, mais finalement, le timing était moins bon pour eux, donc ils ont moins poussé, ça a moins levé en anglais. Mais quand même, cette fois-ci, ça a été 7 fois plus grand en français qu'en anglais. Donc, c'est quand même assez impressionnant là, de voir la différence là, pour du contenu qu'on essaie toujours de donner similaire dans les deux langues. Et je tenais à mentionner d'autres succès, d'autres exemples de succès francophones, là, pas juste de nous, parce qu'il y a deux programmes, moi, qui ont des gros coups de cœur en 2020. C'est sûr que tout le monde s'est réinventé avec la pandémie. Mais justement, nos partenaires à l'IREX, l'Institut de recherche des exoplanètes à Montréal, ont commencé la petite école de l'espace. C'est vraiment des activités en ligne en astronomie pour les 3 à 8 ans, donc vraiment pour les plus jeunes. C'est très bien monté, ils en ont pas, c'est mieux produit dans le fond que Astro à la maison, parce que nous c'était chaque jour, là, ça roulait. Eux, ils en font seulement quelques-uns dans l'année, mais c'est très bien monté. Vous pouvez aller voir ça sur leur page YouTube, et ça a un très grand succès, là. Vraiment des centaines et des centaines de familles à chaque fois en direct et des milliers de vues par la suite sur YouTube, là, ce qui est quand même un très gros succès pour la réalité au Canada. Et ceux qui dépassent tous les succès de nombre de visionnements, là, c'est au Canada, là, même. En fait, à ma connaissance, au Canada, anglais ou français, il n'y a personne qui bat le succès des événements en direct, dans le fond, les Facebook Live de l'Astrolabe du Mont-Mégantic, qui vont rejoindre des dizaines de milliers de personnes, même des centaines de milliers de personnes. Ça a commencé beaucoup pour eux. En fait, il avait commencé avant, mais vraiment, là, ça l'a percé à l'été, éventuellement, quand ils ont fait simplement le lever de la Lune. En direct, mais ils ont tellement un bel endroit, c'est une réserve de ciel étoilé, et ça a été vraiment très populaire, là, 83 000 vues. Et ensuite, les Perséides, ils avaient une caméra hyper sensible, on voyait les Perséides à l'écran, c'est assez incroyable. Allez voir sur leur page Facebook. Ils nous ont montré aussi la comète en direct, ils en ont eu NeoWise, justement, ils en ont eu d'autres récemment. Là. Allez voir ce qu'ils font, c'est vraiment un travail extraordinaire. Et encore une fois, beaucoup, beaucoup de succès. Pour justement des exemples dans la francophonie là, qui ont beaucoup de succès en ligne. En fait, à ce que je sache, là, au Canada, c'est vraiment dans ceux là, qui ont été le plus populaires en ligne, et ce sont des francophones, alors que, encore une fois, la population canadienne est beaucoup plus anglophone que francophone. Alors, ben, je veux terminer en disant, en fait, selon mon expérience, moi, ici au Canada, dans le fond, le contenu éducatif, et aussi pour le grand public, en astronomie en français, est en grande demande, vu la rareté de l'offre par rapport à l'anglais. Il y a tellement de ressources en anglais qui existent que j'ai l'impression que les gens vont moins un peu s'accrocher aux belles ressources qu'ils vont découvrir. Alors quand ils en trouvent une, ils y tiennent, ils vont partager, ils vont revenir. C'est vraiment notre expérience, nous, là, depuis 10 ans, à offrir à la découverte de l'univers. Et alors voilà, si vous voulez nous contacter, encore une fois, on a tout dans les deux langues, mais j'ai rajouté en orange là, mes coordonnées directement à moi. Je suis sur Twitter aussi, si vous voulez me contacter là. Alors, n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions. Ça c'est préenregistré, mais je suis présente avec vous, alors je peux répondre aussi dans le chat, là, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup.